L'information était rigoureusement exacte, donc je n'ai rien noté. Tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier le Crédit et le SIEJ de cette invitation. Je suis évidemment ravi d'être ici. Je vais donc vous entretenir de cette question que j'ai appelée l'invention de la technique juridique, qui est en fait, selon la formule consacrée, une recherche en cours, histoire d'ouvrir tous les parapluies au cas où il y aurait des difficultés. En tout cas, c'est vrai, une recherche en cours, qui est en fait issue d'un travail sur la naissance de la sociologie juridique. Alors, comment on passe de la naissance de la sociologie juridique à cette question de la technique juridique? C'est simplement, ma question était d'expliquer pourquoi la sociologie juridique, en tout cas comme discipline constituée, émerge essentiellement dans l'entre-deux-guerres, au moment même où la sociologie est critiquée par les milieux juridiques. Et à l'inverse, comment se fait-il que ce qu'on appelle souvent le moment 1900, c'est-à-dire la période qui va de 1880 à 1914 pour le cas de la France, le moment 1900, qui est le moment par excellence de dialogue entre les juristes et les sciences sociales, n'a pas vu se constituer quelque chose qui serait une discipline constituée qui s'appelle la sociologie juridique. Donc comment se fait-il qu'on avait cet écart l'idée était que l'intérêt pour une sociologie, parmi les juristes, ne suffit pas à l'émergence d'une sociologie juridique. Donc ce n'est pas simplement une simple question d'exportation de la discipline sociologique appliquée au droit, mais que l'apparition de cette sociologie juridique comme discipline constituée suppose quelque chose de plus, suppose une redéfinition du lien entre le droit et son dehors, entre le droit et, on peut dire simplement, la société. Et ceci n'apparaît, à vrai dire, que dans l'entre-deux-guerres. Bon. Alors, ce travail en fait de redéfinition entre le droit et son extérieur va passer essentiellement par la réflexion des juristes à partir de la technique. Pour donner un exemple parmi d'autres, bien connus, le cas évidemment célèbre de François Génie dans son travail sur sciences et techniques, c'est évidemment l'effort pour réarticuler quelque chose qui serait comme le donné et le construit. Alors tout ça est bien connu, mais on voit bien ici que c'est ce travail de l'articulation entre le droit et son extérieur qui est problématique. Et c'est évidemment ce travail d'articulation qui permettra à d'autres auteurs au même moment de penser ou de poser les bases de quelque chose qui s'appellera la sociologie juridique. Cette réflexion de l'articulation entre la société et le droit étant, on reviendra dessus, quasi absent dans la période antérieure. Donc c'est par ce biais-là que je me suis intéressé à la question de la technique juridique, cette question de la technique juridique étant aussi un objet de préoccupation en lien avec des travaux antérieurs sur la question de la culture juridique française. Alors, l'invention de la culture juridique, c'est évidemment un titre très mal taillé, prétentieux, comme tous les titres qui rajoutent invention quelque part. J'ai évité le terme de construction pour une fois. Et je voudrais ici dégonfler les attentes qui pourraient être les vôtres et vous décevoir tout de suite, comme ça sera réglé. Évidemment, il s'agit d'une démarche historique et absolument pas d'une réflexion de théorie ou de philosophie du droit au sens strict. Donc il n'y a pas de parti pris sur la nature du droit, art, science, ou une réflexion sur l'ontologie du droit. C'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé, c'est la question de savoir pourquoi ce thème de la culture juridique, c'est pour ça que j'ai rajouté des guillemets à technique juridique, ce thème de la technique juridique, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, devient un thème dominant dans l'entre-deux-guerres. Pourquoi le syntagme technique juridique devient tout à fait prégnant et circule de façon tout à fait importante après la Première Guerre mondiale. C'est donc cette question-là de l'émergence. Qu'est-ce que signifie l'apparition dans l'espace ou dans le champ juridique de ce syntagme et des préoccupations autour de ce syntagme? Qu'est-ce que ça traduit et qu'est-ce que ça signifie? Alors, derrière cette idée-là, il y a au fond trois choses qui me retiennent. C'est évidemment tout d'abord la question de la culture, de la technique juridique, tout d'abord comme fait linguistique.
C'est-à-dire, effectivement, c'est comme je l'ai dit, la prolifération du syntagme. Comment se fait-il que tout d'un coup, on voit apparaître tout un ensemble de travaux qui intègrent cette idée de technique juridique? Alors, évidemment, le plus célèbre, je vous l'ai dit, est le cas de François Génie, puisque le 3e tome, qui date de 1921, de Sciences et techniques, qui s'appelle Élaboration technique du droit positif. Je donne simplement quelques exemples. En 1925, Gaston Gèze, le publiciste, publie la 3e édition des Principes généraux du droit administratif, qui s'appelle La technique juridique du droit public français. Une thèse est soutenue en 1930 de Angelesco, qui s'appelle La technique législative en matière de codification. Quelqu'un que vous connaissez ici, une figure importante de la doctrine belge, qui est évidemment le livre de Jean Dabin sur la technique de l'élaboration du droit positif, ou encore, et ce livre date de 1935, ou encore un texte parmi d'autres du publiciste Georges Sel qui s'appelle Empirisme, sciences et techniques juridiques. Je pourrais étendre très très largement la liste. Donc, comment se fait-il que ce syntagme, ce concept, émerge à ce moment-là? Alors, non seulement il se diffuse, mais donc c'est ce fait linguistique, mais surtout, il apparaît de plus en plus comme un énoncé collectif des milieux juridiques. Évidemment qu'il y a une réflexion antérieure sur la question de la technique juridique, et le terme de technique juridique n'est pas, à proprement parler, une apparition de l'entre-deux-guerres en tant que tel. Il y a eu évidemment des usages bien avant. Je donnerai un seul cas. C'est évidemment, en tout cas dans la technique française, le juriste lillois qui s'appelle René de Mogue, qui fait un ouvrage de théorie du droit, et qui va faire tout un chapitre sur les techniques juridiques, et ça c'est en 1911. Donc naturellement, l'expression est antérieure. Mais il devient un véritable lieu commun, on peut dire, un lieu commun, un énoncé collectif de cette doctrine. Et donc non seulement il y a ce fait linguistique de l'apparition de la prolifération de cet énoncé, de ce syntagme, et ce syntagme devient un énoncé collectif pour toute la doctrine. Et troisième élément qui m'intéresse dans cette idée de technique juridique, c'est que la période se traduit, donc cette période se traduit par un geste réflexif. Bien sûr, que le droit soit une technique, que le droit dispose d'une technique, c'est une évidence historique de longue durée. C'est évident, je ne veux pas vous l'expliquer. Par contre, il semble qu'il faille attendre l'entre-deux-guerres pour que la technique juridique, donc cette catégorie de juridique, soit l'objet d'une réflexion doctrinale beaucoup plus spécifique, beaucoup plus poussée, et qui va donner lieu à toute une littérature tout à fait originale, qui n'a pas d'équivalent dans la période antérieure, ou dans les périodes antérieures. Donc c'est évidemment ces éléments-là qui me retiennent. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de dire que les Romains, les médiévaux, les modernes ignorent que le droit est technique, que le droit passe par un outillage technique ou technologique. C'est l'évidence. Il me semble d'ailleurs que le Crédit, il y a quelques années, avait publié un volume qui s'appelle Les instruments de la pensée juridique, avec des textes sur notamment la technique juridique. Donc, ce n'est pas cette question-là qui m'intéresse. La question, ce n'est pas de faire une histoire de la technique dans la longue durée, qui relierait en quelque sorte Rome à nos jours, en passant par Savigny et d'autres, pour suivre les significations successives de ce que l'on va considérer comme de la technique. C'est pas ce point-là qui m'intéresse. C'est comment se fait-il que ce syntagme, cette notion, ce concept de technique juridique émerge dans l'entre-deux-guerres avec autant d'insistance, et qu'il est à ce point revendiqué par tout un milieu qui en fait un vrai slogan, un étendard. Et donc c'est évidemment ce point-là que je voudrais évoquer rapidement en 3 points devant vous. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que traduit l'émergence ou la circulation de cette notion dans le champ juridique, et qu'est-ce que ça implique pour les milieux juridiques eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si cette idée d'une technique juridique est à ce point prégnante, c'est qu'elle traduit naturellement
l'évolution de l'image du juriste, l'image des juristes. Alors évidemment, je parle prioritairement pour la France, même si je pense que par certains aspects, les travaux que je fais actuellement avec Benoît Friedman sur l'école de Bruxelles semblent pouvoir, par bien des aspects, aussi relever de cette logique-là. Donc c'est évidemment, au fond, entre 1900 et l'entre-deux-guerres, le basculement d'une image du juriste, l'idée que le juriste serait, autour de 1900, un ingénieur du social. C'est au fond un grand thème de la doctrine juridique, c'est-à-dire que le juriste est un ingénieur du social, autour de 1900, et à partir de l'entre-deux-guerres, un passage où le juriste se définit plutôt, est plutôt désigné comme un technicien du droit. Il y a bien effectivement comme un basculement de l'ingénieur du social au technicien du droit. Alors, ce basculement, il pourrait, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il pourrait s'analyser par bien des aspects. Un des points importants, c'est certainement le moment de la Grande Guerre en particulier. Le moment de la Grande Guerre qui va avoir un impact tout à fait considérable sur les milieux juridiques. Alors je ne vais pas décrire en quoi la Grande Guerre aura un impact à la fois sur les milieux juridiques et sur la doctrine juridique. Disons que, pour le dire rapidement, la guerre va effectivement introduire dans les milieux juridiques une transformation au fond de tout un ensemble de pratiques et de principes auxquels les juristes précédemment pouvaient adhérer. Alors, les thématiques qui vont dominer la Grande Guerre, c'est évidemment, par exemple, le thème de l'efficacité patriotique, le principe de l'impératif d'efficacité, ce qu'on va appeler la légalité de guerre, tout un ensemble de pratiques et de principes qui vont en quelque sorte conduire les juristes à être beaucoup plus attentifs à la question des besoins et des circonstances du moment qu'au fond aux principes eux-mêmes. Une façon, pour le dire autrement, d'adapter le droit aux circonstances, à tel point que par bien des aspects, ces nouveaux principes que sont l'efficacité patriotique, la justice patriotique, tous ces termes sont présents à l'époque, sont ni plus ni moins qu'une négation pure et simple des principes de justice ou de droit qui sont affirmés par les juristes. Donc il y a une sorte de paradoxe à la fois penser le droit comme étant une guerre pour le droit, contre la barbarie bien sûr, une guerre menée au nom du droit, et cette guerre menée au nom du droit s'appuie sur tout un ensemble d'éléments, de pratiques et de principes qui sont ni plus ni moins qu'un contournement ou une mise en parenthèse des principes classiques de la science du droit et des principes du droit. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque vous lisez la littérature de l'époque, et surtout la littérature qui viendra émerger ou qui sortira justement au sortir de la guerre, beaucoup d'interprètes du droit vont considérer que cette guerre et le trouble qu'elle introduit dans les catégories du droit, dans les pratiques du droit, dans les principes du droit, n'est ni plus ni moins que l'aboutissement ou le caractère, on pourrait dire, l'aspect le fait de pousser jusqu'à l'extrême, les principes qui étaient en fait ceux des juristes de la période antérieure. Pour le dire en d'autres termes, le réalisme qui dominera les milieux juridiques pendant la guerre n'est ni plus ni moins qu'une version extrême, mais quand même relevant de ce que les juristes d'avant-guerre vont définir, par exemple, comme ce qu'on va appeler le réalisme, ce qu'on appelle la méthode scientifique. Pourquoi? Comme vous le savez, les juristes d'avant-guerre vont prôner la nécessité de socialiser le droit, c'est-à-dire de l'ouvrir à une plus grande population, d'être attentif aux besoins des acteurs, de prendre au sérieux les intérêts en jeu, le fait d'assouplir la loi. Évidemment, tous ces principes qui ont été théorisés et formalisés par bien d'autres auteurs, à commencer par des gens comme Génie, Saleil et quelques autres, eh bien, la guerre apparaîtra aux yeux de certains comme étant une radicalisation de cette ligne qui avait été déjà annoncée avant. Alors évidemment, c'est une
une sorte de radicalisation qui fait que certainement des gens comme Génie ou Salah ne reconnaîtraient pas ce qu'ils ont établi. Mais il n'empêche que après-guerre, certains vont dire ben, ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est simplement une version poussée à l'extrême des principes de l'école scientifique et des principes au fond, de ce paradigme réaliste qui a, en définitive, été au centre de la science juridique avant-guerre. Donc, cette question qui consiste à appréhender le droit à partir des besoins sociaux et des intérêts sociaux sera en quelque sorte mis en échec ou en danger ou en accusation après-guerre par tout un ensemble de la doctrine et de la science du droit, en tout cas en France. Ça va avoir un impact tout à fait important, puisqu'il n'est pas surprenant que la référence à la sociologie, après-guerre, va donc être contestée. L'idée que le droit doit être compris à partir d'une grille de lecture sociologique, une grille de lecture attentive aux évolutions sociales, ou pour le dire autrement, penser le droit comme étant, en tout cas la science du droit, comme étant un art de l'ajustement en quelque sorte des normes aux besoins sociaux, ben cette grille-là va être fortement contestée. Au fond, la figure du juriste ingénieur du social, c'est-à-dire au fond le juriste qui a les moyens d'ajuster les normes aux besoins sociaux en fonction des évolutions politiques, économiques et sociales du pays, eh bien ce modèle-là est mis en cause. Parce qu'effectivement, on considère qu'il est dangereux par bien des aspects et il peut même aboutir à des solutions extrêmes qu'aurait illustré la Grande Guerre. Donc, pour le résumer en un seul mot, ce que l'on va tenter d'opposer à cette façon 1900, cette façon 1900, en fait, à l'époque, on l'appelait la méthode juridique, la méthode du droit. Qu'est-ce que c'est que la méthode du droit? C'est la capacité qu'ont les juristes à... La méthode, c'est faire rentrer, en quelque sorte, le droit dans l'ère sociale, d'ajuster en quelque sorte les besoins du droit, enfin, d'ajuster le droit aux besoins de la société. Et la méthode à la Génie, c'est ni plus ni moins, et de bien d'autres, c'est ni plus ni moins que ça. C'est ce travail d'ajustement du droit aux besoins sociaux. Donc c'est pour ça qu'on fait, et l'expression est récurrente dans les milieux juridiques de l'époque, le juriste est un ingénieur du social. Eh bien, à partir de l'entre-deux-guerres, on va opposer à cette méthode une autre façon de voir les choses qui va prendre le nom de technique. On passe en quelque sorte du droit du juriste comme quelqu'un d'un ingénieur du social doté d'une certaine méthode à la technique. Alors la technique, c'est en fait presque le mouvement strictement inverse. C'est pas d'ajuster le droit social avec tous les dangers que ça a, à savoir de courir après une évolution sociale qui n'en finit pas d'avancer et qui menace en quelque sorte de dissoudre les règles juridiques. La technique est conçue dans un mouvement strictement inverse visant à faire passer le social sous les fourches codines du droit de façon à le lester de tout un ensemble d'éléments qui le rendent applicable et praticable sans en quelque sorte se laisser entraîner par les besoins de l'époque ou par les intérêts sociaux en jeu. Donc, on a une sorte, dans l'entre-deux-guerres, d'inversion de la problématique où ce que l'on considérait comme étant la figure du bon juriste, à savoir c'est un ingénieur du social, d'où le fait que tout un ensemble de juristes de l'époque discutent discutent à part égale avec un certain nombre de sociologues, un certain nombre d'acteurs de l'époque engagés dans ce qu'on va appeler la nébuleuse réformatrice de la Troisième République. Eh bien, cette façon de voir le droit va être contestée au point qu'un modèle alternatif basé sur la promotion de la technique va finir par s'imposer comme étant l'instrument qui permet
d'assurer au droit sa pleine efficacité dans son contrôle du mouvement social, sans pour autant évidemment perdre certains besoins. Donc, ce mouvement-là se voit parfaitement à l'époque. Alors, c'est évidemment... ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de la méthode sociologique, pour le dire simplement, à la promotion de la technique du droit, se traduit aussi par un changement de ressources théoriques dans les milieux juridiques. On reviendra dessus après. Mais pour le dire simplement, autant la sociologie apparaissait comme étant la ressource par excellence de ces sociologues et ingénieurs du social, que ce soit Génie, Saleh, tout ce que vous voulez, tous, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec certains des courants de la sociologie, ou revendiquent un lien avec les courants de la sociologie. Saleh, c'est Tarde, évidemment Duguy, c'est Durkheim, Oriou est aussi très influencé par Tarde. Vous avez tout un ensemble d'acteurs qui sont liés à d'autres sociologies beaucoup moins importantes et beaucoup moins visibles, mais en tout cas, ce lien avec la sociologie est lié évidemment avec cette vision du droit comme expert du social, ingénieur du social. Dans l'entre-deux-guerres, à partir du moment où effectivement la dimension sociologique est beaucoup plus neutralisée au nom de la technique, la ressource qui va être la ressource qui va être très fréquente, alors c'est aussi un autre fait social, mais c'est un fait social tout à fait particulier et beaucoup plus réduit, c'est la question de la langue. C'est la question du langage, voire de la littérature. Pour vous donner un seul exemple, lorsque certains des auteurs autour de 1800 analysent les milieux juridiques de l'époque, souvent ils ont tendance à classer les juristes en fonction d'adhésion à certaines catégories sociologiques de l'époque, par exemple la solidarité, etc. Lorsque vous prenez dans les années 1920-1930 certaines tentatives de classification des juristes de l'époque, par exemple il y a une classification, en tout cas dans la science du droit, qui est un peu étrange, mais qui est très prégnante pendant cette époque-là, c'est par exemple on va distinguer les gens entre les romantiques et les classiques. Donc les catégories d'analyse de la doctrine juridique ne passent plus par la mobilisation quasiment de la sociologie, mais l'activation des formes beaucoup plus littéraires, à tel point que quelqu'un comme Julien Bonnecasse, qui est un des grands historiens avec tout ce que ça veut de la science juridique, va faire un livre entier où il va opposer les juristes romantiques contre les juristes classiques. Avec une conséquence qui est, mais on y reviendra peut-être si on a le temps, c'est, vous le voyez bien, que la langue devient un instrument tout à fait central de la réflexion des juristes de l'époque, d'où le fait que, ce n'est pas une surprise, c'est évidemment dans l'entre-deux-guerres qu'on invente quelque chose comme la culture juridique, mais c'est exactement dans l'entre-deux-guerres qu'on invente un autre syntagme tout à fait prégnant, qui est celui de la culture juridique française. Mais cette idée de la culture juridique française, elle renvoie toujours à quelque chose qui est un fait de langage, c'est le français. À tel point que lorsque on cherche à créer une société rassemblant les spécialistes au fond de droit français, et qui va devenir un certain truc qui s'appelle l'association Capitan pour la défense de la culture juridique, le premier titre de cette association s'appelle l'Association pour les juristes de langue française. Et évidemment, le lien qui donne consistance en définitive à ce groupe-là, c'est plus effectivement le fait qu'ils adhéreraient à une vision sociologique du monde, mais le fait que cela passe par quelque chose qui est la maîtrise d'un certain style, d'un certain type de langage qui les réunirait. Alors, si je le dis, c'est que naturellement, la promotion de la technique, au même moment, passe par la réaffirmation de l'importance des travaux, par exemple, sur le vocabulaire juridique. Ce n'est pas une surprise que c'est dans l'entre-deux-guerres que, on en tire un mot, que va apparaître le premier vocabulaire juridique, celui qui sera d'ailleurs, je crois, lancé à l'origine par Capitan, avant de décéder quelques années plus tard. Mais le vocabulaire juridique est la conjonction exacte d'un outil technique, le vocabulaire juridique, le droit, et d'un outil culturel qui réunit les deux. Donc, passage de l'ingénieur du social à l'ingénieur du technicien du droit. Alors,
il ne faudrait pas imaginer que c'est simplement une histoire entre des juristes qui, dans leur université, s'amusent dans des conflits purement doctrinaux. Cet intérêt pour la technique, en fait, pointe un deuxième niveau qui est très important, qui est, et ce n'est pas encore un hasard, que l'entre-deux-guerres est considéré comme le moment de la professionnalisation des milieux juridiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait qu'on va passer de plus en plus des métiers du droit comme des fonctions sociales, vous savez, c'est la figure du juriste notable, à l'idée d'un professionnel du droit, d'un métier du droit qui est basé sur de la compétence et une carrière juridique. C'est dans l'entre-deux-guerres où, de plus en plus, la magistrature de carrière va supplanter ce qu'on appelle la notabilité de fonction, avec par exemple une régression de l'hérédité judiciaire pour privilégier des logiques d'avancement ou des logiques de formation. C'est exactement dans l'entre-deux-guerres, en tout cas en France, que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments avant. Je n'ai pas dit que tout est inventé dans l'entre-deux-guerres, mais le mouvement s'accentue fortement. Même chose pour la question des avocats. C'est évidemment, par exemple, que la figure de l'avocat honnête homme va être progressivement abandonnée au profit de la figure de l'avocat spécialisé, à tel point qu'en 1920, on va interdire, par exemple, l'usage du titre nu d'avocat sans pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va exiger de plus en plus des avocats que ce soit des avocats qui exercent effectivement. De même, c'est encore dans l'entre-deux-guerres que collectivement, les avocats se pensent à partir d'associations, s'organisent à partir d'associations avec des associations comme l'Association nationale des avocats ou l'Union des jeunes avocats, etc. C'est tout, évidemment dans l'entre-deux-guerres. Donc on voit bien que, évidemment, il y avait des éléments de professionnalisation de plus en plus importants depuis le 19e siècle, mais c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres que le moment où on passe de quelque chose qui s'appelle des avocats à l'avocature, de plus en plus des magistrats à la magistrature ou des notaires au notariat. C'est-à-dire qu'on pense de plus en plus ces fonctions, non pas à travers le regard strictement social qui était souvent celui du 19e siècle, et même jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais à partir des catégories de la compétence, de la formation et de l'exercice quasi exclusif de ces métiers-là. Bref, oui, pour rappel, ça, évidemment, le fait qu'on pensait ces métiers comme des fonctions sociales faisait que la faculté de droit n'était évidemment pas le lieu de formation de ces élites. On n'allait pas, au fond, à la fac pour apprendre son métier. Pour des raisons simples, c'est que ceux qui participaient ou qui allaient à la fac étaient déjà une minorité ultra sélectionnée socialement favorisée, ce qui fait que de toute façon, vous aviez, avec ou sans métier, vous aviez de toute façon largement de quoi vivre. C'est-à-dire que vous n'alliez pas à la fac pour apprendre un métier, pour en vivre. Vous alliez à la fac justement parce que vous étiez suffisamment riche, et la fac était un lieu de consécration sociale qui vous permettra évidemment de vous donner un petit diplôme vous permettant d'accéder au métier d'avocat ou magistrat, qui était simplement le lieu où une élite ultra consacrée était déjà, allait exercer. Hein. Donc, il y a une grande différence avec l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire que, on va revenir dessus, c'est que, au fond, jusqu'en 1914, la fac de droit n'était pas un lieu de transmission des compétences juridiques, ou simplement tellement élémentaire. On comptait évidemment, la fac de droit n'était pas le lieu pour former des bons techniciens du droit. D'ailleurs, à tel point qu'on était obligé, en tout cas pour le cas français, d'interdire le fait que certains étudiants envoyaient leurs serviteurs pour aller prendre les cours à leur place. Il y a eu des textes de loi qui ont indiqué que non, il fallait que les étudiants soient présents et qu'il ne fallait pas que les serviteurs y assistent. Donc, la logique qui préside à la présence dans la faculté de droit n'est pas du tout une logique de compétence. C'est une logique de consécration sociale où le but du jeu, en sortant de la fac, évidemment, c'est d'avoir quelques idées sur ce que c'est que le code civil, c'est mieux. Mais au fond, la question n'est pas celle de la compétence. Ce n'est pas du tout celle-là qui est au cœur.
Donc, dans le cadre du logique de la professionnalisation, qui tend effectivement à faire des métiers du droit des professions à part entière, avec des logiques spécifiques, avec des exigences de compétences, de formation, etc. Cette logique-là rencontre une autre, et vous allez voir en quoi ça attaque, c'est que c'est clairement dans l'entre-deux-guerres que émerge de plus en plus ce qu'on appelle l'ouverture des métiers juridiques à des couches sociales, de nouvelles couches sociales. C'est-à-dire qu'à partir de l'entre-deux-guerres, de plus en plus rentrent dans les professions, et donc dans les professions juridiques, et donc aussi à la fac du droit, des catégories sociales qui sont moins favorisées. Quelle conséquence ça? C'est-à-dire qu'à la différence du XIXe siècle, où quand on rentrait à la fac, au fond, qu'on soit ou non avocat, on avait de toute façon les moyens de faire ce qu'on voulait avec les moyens de sa famille. Là, lorsque vous rentrez à la fac, vous rentrez à la fac pour apprendre une profession. Et donc la conséquence, c'est que votre profession, vous allez en vivre. Donc les exigences, évidemment, qui portent sur les facultés, sur la formation juridique, sont beaucoup plus importantes. Les familles, par exemple, sont beaucoup plus présentes derrière les étudiants à partir de l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a un enjeu professionnel financier qui était complètement absent avant. Donc là, la professionnalisation des métiers juridiques fait que les métiers du droit se pensent de plus en plus à partir des compétences de compétences, à partir de l'idée que la valeur professionnelle a un sens, puisque c'est par exemple un élément de la progression, alors que ce n'était pas du tout avant le cas. Et parallèlement, eh bien, quand vous rentrez dans la profession, même si effectivement la profession elle-même sera le lieu de formation ultime de votre parcours, ben, vous devez quand même rentrer dans la profession avec des éléments de compétences déjà acquis avant. Et ça, c'est complètement neuf, en fait, dans la conception que l'on a. Ça va voir... donc la professionnalisation du droit répond parfaitement avec l'idée que être un professionnel du droit, c'est déjà être un bon technicien. C'est de posséder tout un ensemble d'outils que la profession elle-même va vous transmettre, mais qu'aussi vous avez commencé à obtenir antérieurement. Donc ce n'est pas simplement exercer une fonction sociale en bon père de famille, donc en quelque sorte d'exercer dans votre profession de magistrat les valeurs de la culture bourgeoise en quelque sorte. Au fond, ce qui importe, c'est que vous vous comportiez comme un bon père de famille, défenseur de l'ordre bourgeois, ce que vous voulez. Ça, c'était en gros la vision de la notabilité du XIXe siècle. À partir de l'entre-deux-guerres, de plus en plus, on va exiger de vous on va exiger des milieux professionnels que ce n'est pas tout d'exercer une fonction sociale. C'est aussi important de se penser à travers la catégorie de carrière juridique et de technicien du droit. Donc, le thème de la technique fait complètement écho à cette redéfinition des milieux juridiques de l'époque qui font qu'on va de plus en plus parler en termes techniciens, d'attentes techniciennes, de compétences techniques. Alors, cette troisième stade, cette idée-là, elle va trouver un écho évidemment dans l'idée de la formation juridique elle-même, dans la formation. Qu'est-ce qu'on va attendre de plus en plus des milieux juridiques, en tout cas des lieux de formation du droit? C'est de transmettre une culture technique du droit. Alors, il faut bien voir qu'à l'époque, le nombre d'étudiants augmente aussi. C'est exactement les débuts aussi de l'augmentation des masses étudiantes à partir de l'entre-deux-guerres. Un nombre d'étudiants qui augmente. Les exigences à l'horizon de la professionnalisation et donc les exigences de compétences qui sont de plus en plus portées par les professions font que vous n'êtes plus simplement à la fac en touriste, enfin vous pouvez l'être, enfin, en tout cas j'étais un de ceux qui est venu en touriste, mais en tout cas une chose est importante, c'est que être étudiant se professionnalise aussi. C'est-à-dire que être étudiant ça devient aussi un métier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est exactement à cette époque-là que vont émerger de plus en plus les manuels, les collections de manuels c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres qu'apparaissent les cours du droit, par exemple. C'est dans l'entre-deux-guerres que vont apparaître les premiers recueils, les grands arrêts
de la jurisprudence, visant à mettre à destination des étudiants tout un matériau technique qui était complètement absent. Avant, vous aviez pour l'étudiant des traités ou quelques ouvrages plus simples. Mais l'équipement intellectuel de l'étudiant se professionnalise, se technicise. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que dans les années 30 apparaît pour la première fois l'idée d'un dictionnaire ou d'un vocabulaire juridique, qui est essentiellement à destination évidemment des milieux juridiques, mais aussi des étudiants. Donc, être un étudiant, ça suppose une forme de... ça devient métier. On parle du métier d'étudiant. Alors, ça fait aussi cette volonté de professionnalisation de l'étudiant emprunte plusieurs choses. Ça veut dire par exemple aussi qu'on va inclure de plus en plus des logiques scolaires. On va scolariser en quelque sorte les étudiants. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on va multiplier les travaux en petits groupes. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les travaux en petits groupes se multiplient. On va encadrer de plus en plus les étudiants. Exactement à la même époque que ça se fait. Et puis, pour bien insister la dimension technicienne, on va, par exemple, remettre au goût du jour quelque chose qui avait un peu disparu. Par exemple, en 1922, en France, une réforme importante va reprendre en main la licence. Par exemple, on va rendre du droit romain obligatoire. Parce que c'est le lieu du vocabulaire technique, etc. Ou encore, on va augmenter le nombre des épreuves écrites, c'est-à-dire la maîtrise du style écrit juridique, avec tout ce que ça peut avoir aussi en termes de bachotage, de marché de l'édition, etc., etc., etc. Donc, la formation elle-même va se penser, la formation, c'est-à-dire le moment de formation de la faculté de droit, se pense de plus en plus à partir de l'outil technique. Donc vous voyez que cette technique, en fait ce thème de la technique juridique tient en définitive un ensemble de vecteurs, d'éléments. C'est pas simplement effectivement l'apparition d'un thème doctrinal qui viendrait circuler dans le milieu juridique parce qu'on aurait trouvé ça intelligent, c'est qu'évidemment ça tient d'une manière générale la redéfinition, ça accompagne et en même temps construit, les deux à la fois, pour utiliser le terme que j'ai refusé tout à l'heure, ça construit le milieu juridique, le champ juridique de l'époque qui se repense assez largement à l'aune de cette idée de la technique juridique. Alors, au-delà je prendrai encore 5 minutes si vous m'autorisez et j'arrêterai là. Naturellement, cette idée de la technique juridique, comme je l'ai dit, elle a un objectif professionnalisant avec mettant la compétence au centre de la question. Elle va avoir des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire qu'elle veut transformer les étudiants en des étudiants habiles. L'idée de l'habilité technique devient un instrument et un thème central. C'est évidemment une logique ou un objectif corporatiste, puisque, vous l'aurez bien compris, le fait que les milieux juridiques revendiquent quelque chose comme de la technicité, c'est aussi une façon pour eux d'exister dans le champ des savoirs sociaux et politiques. Donc, si effectivement ce qui caractérise les juristes, c'est la maîtrise de la compétence technique, ben, le sociologue, qui a à un moment revendiqué aussi ce temps de positionnement, est en tout cas mis à l'extérieur du champ juridique. Donc là, il y a quelque chose comme un instrument évidemment corporatiste de valorisation de la profession des juristes eux-mêmes. Je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette idée de la technique juridique traduit quelque chose comme pour utiliser un gros mot, un changement évidemment de paradigme ou de modèle dans la façon de penser l'articulation du droit et de la société. Alors je vais le dire avec des mots extrêmement basiques et complètement faux, mais c'est pas très grave, enfin en tout cas excessivement simple, donc ça sera certainement forcément faux, mais c'est pas très grave. Disons que, et pour utiliser les logiques
les ressources de la théorie des ensembles, autant le moment, ce qu'on va appeler le moment 1900, est dominé par un paradigme ou une logique de l'inclusion, pour le dire autrement, le droit est dans la société, d'où le risque d'une dissolution du droit dans quelque chose qui s'appelle du social. C'est pour ça qu'on a essayé bien souvent de relier ou de jouer la sociologie contre le droit. Et donc la sociologie serait une meilleure science pour comprendre effectivement les logiques sociales du droit. Donc c'est plutôt une logique de l'inclusion. Le droit est dans la société, en quelque sorte. Et ce qui est important, c'est que, évidemment, la figure qui est centrale là, c'est la figure du législateur, évidemment 1900, encore, malgré... C'est l'idée que parler d'une sociologie pour le législateur, c'est plutôt promouvoir quelque chose qui serait une forme de légistique, c'est-à-dire la bonne information du législateur sur l'état de la société. Alors ça va avoir des traductions sociologiques très très nettes. Comment se fait-il que la sociologie qui est la plus dominante dans les milieux juridiques français autour de 1900, c'est la sociologie dite autour de Frédéric Leplay, du sociologue qui s'appelle Frédéric Leplay. Et pourquoi ? Simplement parce que, notamment, les Leplésiens ont développé des enquêtes sur, par exemple, l'application des dispositions du Code civil, notamment en matière successorale, pour voir si... Alors, ils ont fait des enquêtes de terrain en disant est-ce que cette disposition du Code civil s'applique plus ou moins bien à la France et quels sont les effets, avec à l'horizon l'idée que les résultats de cette enquête pourront éclairer le législateur. Donc c'est bien l'idée que cette logique d'inclusion fait qu'il s'agit souvent d'éclairer le législateur pour qu'il puisse, au fond, produire des meilleures lois. Dans l'entre-deux-guerres, la logique est très différente, elle est beaucoup plus une logique de l'appartenance, en fait. Logique de l'appartenance, pour utiliser la théorie des ensembles, c'est au fond l'obsession des gens que sont des gens d'ailleurs comme Selle, des gens comme Gèze ou même Génie, c'est de reconnaître que le droit est à la fois social, c'est en fait de reconnaître la dimension proprement ambivalente du droit. C'est que le droit est à la fois social et autonome. C'est ce truc bizarre que tous les juristes connaissent bien, mais que le droit est à la fois social et autonome. C'est-à-dire que il y a quelque chose comme un point de contact possible. Le droit n'est pas toute la société, et ça n'a pas de sens de dissoudre le droit dans la société tout entière, c'est-à-dire de réduire le droit à quelque chose comme du social. On n'a rien à gagner à ça. C'est ce que certains reprochent à ce qui s'est passé avant-guerre, d'être trop porté vers une dissolution, en quelque sorte, sociale ou sociologique du droit. Mais c'est l'idée que le but du jeu, c'est de faire passer, à la fois de définir quelque chose qui serait un espace politique et social, et de définir des outils adaptés pour capter certaines choses et de construire techniquement, avec des outils techniques, construire techniquement sur la base de cet espace social du droit. Donc il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut adapter le droit aux besoins sociaux, il s'agit d'extraire, c'est un travail d'extraction, d'extraire de l'espace social par des outils déterminés un droit ou des règles qui deviennent des règles d'action adaptées à une certaine orientation particulière. Donc ce n'est pas simplement la revendication que il faudrait que le législateur soit plus attentif aux évolutions sociales et aux besoins sociaux. C'est aussi l'idée que, grâce à certains outils techniques, que sont la fiction, la présomption, ce n'est pas une surprise que les travaux les plus importants, et la Belgique est un lieu important puisqu'il y a quelques travaux centraux sur l'idée de la fiction, les grands travaux sur la fiction sont sont produits dans l'entre-deux-guerres. Encore une fois, ce n'est pas une surprise. Les travaux doctrinaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pratiques ou des formes de fiction antérieures, mais en tout cas, les grands travaux de la science du droit sont souvent produits dans l'entre-deux-guerres. Donc, il s'agit d'extraire, à travers cette masse, qui est par exemple un donné social, tout un ensemble, et à partir d'un certain nombre d'outils, un certain nombre de règles de droit,
qui soient des règles d'action orientées vers une finalité particulière. Ce n'est pas du tout la même façon de penser le mode d'articulation entre les deux. D'où le fait que cet entre-deux-guerres et cette promotion de la technique juridique est aussi le moment où va ressurgir, non pas quelque chose qui serait le droit naturel, c'est un truc qui souvent est antérieurement, historiquement en tout cas, plutôt autour de 1900, puisqu'on a souvent d'ailleurs lié la renaissance du droit naturel, en particulier à l'affaire Dreyfus et à quelques affaires, mais un thème qui devient absolument dominant dans les milieux juridiques de l'entre-deux-guerres et qui était en fait absent en tant que tel, c'est la question des valeurs. Prenez une revue qui est justement créée dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle Les archives de la philosophie du droit et de la société juridique. La question des valeurs allie les deux choses. L'obsession de la technique, il y a plein d'articles sur la technique, et la question des valeurs. Et donc, évidemment, l'idée étant qu'on doit pouvoir disposer d'instruments fins pour produire un certain nombre de règles qui soient des règles d'action orientées vers une certaine finalité basée sur des valeurs, etc., etc., etc. Tous ces éléments-là, en fait, deviennent absolument centraux de la réflexion d'entre-deux-guerres. Ça ne veut pas dire que la question des valeurs est absente avant, c'est pas du tout ce que j'en dis. Ça ne veut pas dire que la fiction n'est pas pratiquée ou même traitée de temps en temps par certains auteurs. Mais cette période-là va thématiser comme la science du droit et la milieu juridique, ou en tout cas d'être structurée à travers cette catégorie de la technique juridique qui permet en quelque sorte de tenir tout un ensemble de dimensions qui jusqu'à présent s'étaient quelque peu délitées, ou en tout cas les instruments qui avaient été légués, en particulier par ce qu'on va appeler le moment 1900, ne répondaient plus effectivement aux besoins de l'époque. Donc c'est d'ailleurs souvent le principe du concept, c'est qu'il tient des dimensions qui sont évidemment souvent considérées comme hétérogènes s'ils ne sont pas reliés par ce concept-là. Donc l'idée de culture juridique, de culture juridique aussi, mais va tenir autre chose, mais l'idée de technique juridique va permettre de tenir des préoccupations internes à la formation du droit, la question de la professionnalisation des milieux juridiques, la question de comment penser une science du droit obsédée par la question des valeurs, il y a la guerre qui est passée par là en particulier, et aussi va permettre de restituer aux juristes eux-mêmes une sorte d'aura que certains ont l'impression d'avoir perdu. Donc c'est en ce sens-là que je parle évidemment d'invention de la culture juridique, c'est sa capacité effectivement à réarticuler ces différences-là et à être thématisées comme étant absolument un élément central et un énoncé collectif de la part de l'ensemble des milieux juridiques, en tout cas français, de l'époque. Merci.